à toutes et à tous, j'insiste sur le tout, puisque c'est un concours d'éloquence dédié aux femmes. Merci d'être venus en tout cas. N'hésitez pas, je vous dis tout de suite, soyez à l'aise, n'hésitez pas à intervenir, à les soutenir, à applaudir, parce que c'est le premier concours d'éloquence féminin. Ce que je vous propose d'abord, avant d'expliquer un peu ce concours René Reuter, c'est d'accueillir les membres du jury. Ensuite, on va accueillir les jeunes filles et ensuite, on va lancer le concours. Alors, ce que je vous propose d'abord, c'est d'accueillir Carla Reuter, la petite fille de René Reuter, qui est en 3e année à l'EGC, qui était une ancienne élève de la Pérouse. Ensuite, nous avons Ambre Lefebvre, qui est aujourd'hui déléguée au numérique à l'ENSC La Première, qui est une ancienne élève de la Pérouse, une de mes anciennes élèves, et qui a fait un beau parcours, d'abord en métropole. Elle a travaillé en tant que journaliste sur différents médias, dont CNews, si vous le connaissez. Ici, elle a toujours gardé un lien avec la Nouvelle-Calédonie, et elle est très contente, je sais, ce soir, de participer à ce concours-là. Ensuite, nous avons Madame Laura Vandegou, qui est présidente de la commission de la condition féminine. Ensuite, nous avons Madame Hortense Nougaro, qui est libraire de lettres et qui représente ce soir Monsieur le Directeur. Et j'ai demandé à chacune, à chaque fois, des petites anecdotes, soit sur la parole, soit sur la condition féminine ou la place de la femme. En fait, Madame Nougaro nous disait que son enfance, elle était plutôt un peu garçon manqué, dans un entourage familial très féministe. Donc, je pense qu'on peut peut-être résumer un petit peu, si vous me permettez, votre parcours. On ne naît pas femme, mais on le devient. Ensuite, on va pouvoir accueillir Anouk Lopez, qui est chef d'entreprise, qui représente ici ce soir l'association des femmes chefs d'entreprise et le MEDEF, qui est donc une gérante en plus de société de communication, qui aime beaucoup parler. Je dirais même que la parole est son arme, parce qu'elle l'utilise tout le temps, au théâtre, dans son métier, tout le temps. Ensuite, nous avons notre spécialiste de la parole avec Annie Di Maio, qui est avocate, et qui a toujours aimé parler. Toujours, toujours. Donc je pense qu'en tant qu'avocate, quand vous êtes en face d'Annie, il faut pouvoir être éloquent et éloquente. Ensuite, nous avons Pascal Bastien-Thierry, qui est aujourd'hui coach mental, mais qui a eu des activités qui étaient très engagées aussi en politique. Et surtout, Pascal, en éloquence aussi. Je pense qu'il faut retenir une chose, c'est que c'est Pascal qui était présidente de la commission des Jeux du Pacifique en 2011. Et Pascal a fait donc un discours devant 12 000 personnes. En ayant son discours derrière elle, elle l'avait oublié. Donc là, chapeau pour la prise de parole. Ensuite, j'ai appelé donc Isabelle Lafleur, qui est aujourd'hui conseillère municipale et aussi chef d'entreprise, bien évidemment aussi de Jacques Lafleur, qui est très timide, enfin qui était très timide là-bas, voilà, et qui aujourd'hui s'est largement rattrapée. Enfin, comme présidente du jury, on a... non, comme présidente, excusez-moi. Jenny Sigaud, en plus une incontournable, une personne incontournable des concours d'éloquence, parce qu'elle a commencé très tôt aux États-Unis à faire des concours d'éloquence en anglais. Et donc, Jenny, je dirais que vous êtes présidente d'honneur de la CCI, mais je vais la nommer présidente d'honneur des concours d'éloquence de Pré-Prépa, parce qu'elle est là chaque fois. Et là, elle est maintenant présidente de l'ISE. Et puis
Isabelle Chamorro, membre du gouvernement en charge de l'enseignement, entre autres, et qui va être présidente du jury 2021, qui aurait pu parler à ma place, parce que je sais qu'elle a ouvert certains concours d'éloquence en faisant de l'éloquence. Merci. Alors maintenant, je pense que le stress, ça va être plus important, c'est là, parce qu'on va avoir les jeunes filles qui vont se présenter. Alors, si vous avez suivi un petit peu les affiches, on disait qu'il y avait des élèves du La Pérouse et de Blaise Pascal. Il y a 4 élèves de Blaise Pascal et 3 de La Pérouse. Donc, j'ai essayé d'équilibrer. Donc, on va commencer par les... Ah, j'ai pas mis de photo. Je vais vous faire arriver après. J'ai pas mis. Donc, on a d'abord Pauline Fabre, qui a eu son bac mention très bien en 2020. Donc en prépa au lycée La Pérouse, comme quoi on ne peut pas se faire des deux lycées, et qui attend ses résultats d'admissibilité à Sciences Po Paris. Ensuite, on a une toute nouvelle dans l'éloquence. Ensuite, on a Léna Méran. Alors Léna, elle n'est pas si nouvelle que ça, mais elle est très très jeune. Elle a 15 ans seulement, et elle a commencé l'éloquence l'année dernière, 14 ans. Elle a commencé l'éloquence quand on a fait le concours des ambassadeurs des océans. Elle a parlé dans l'amphi de la CPS face à 50 personnes sans problème. Peut-être qu'elle va être plus stressée, je mets un peu trop la barre. Elle a été finaliste l'an dernier et là elle est en première au lycée La Pérouse. Ensuite on a Lisa Lepage de Blaise Pascal qui a passé son bac S l'année dernière et qui est aujourd'hui à l'EGC, qui a participé l'année dernière au dernier moment, au débat. Elle tremblait, elle a fait un peu vite, mais elle est tellement contente qu'elle veut recommencer cette année. Donc elle a mieux préparé. Ensuite, on a Charlotte Fourmont, qui a passé son bac en décembre, un bac L. Elle est aujourd'hui en droit. Alors là aussi, Charlotte a fait... la finale des joutes oratoires du lycée La Pérouse, le concours La Parole, et joutes oratoires du concours au Beaupré. Bravo. Ensuite, on va faire venir une gagnante. C'est Margot Jouvion du lycée Pascal. Elle a gagné l'année dernière le concours La Parole de Pascal et elle a été finaliste du concours au Beaupré. Ensuite, on a Luna da Esperanza qui est du lycée La Pérouse, qui a passé son bac en 2020, qui est en droit et qui aussi attend les résultats d'admissibilité à Sciences Po Paris, sinon elle veut faire une prépa. Lettres. Et enfin, on a Alizé Fortage, qui est en terminale au lycée Blaise Pascal, qui a fait le concours La Belle Parole du lycée l'année dernière, le lycée Blaise Pascal, mais qui n'avait pas pu venir à cause des difficultés, elle n'avait pas pu revenir de la fois, elle n'a pas pu faire le débat. C'est comme ça que Léa a participé. Donc bravo à toutes, on vous encourage déjà. Et je voudrais vous expliquer en fait un petit peu le concours René Reuter. Il me tenait à cœur, j'avais annoncé l'année dernière, de faire un concours féminin. On l'avait fait une année, pour la première fois pour pré-prépa. Et là, il me tenait à cœur de le faire de façon plus institutionnelle et de le conserver. Et je cherchais une femme qui prenait la parole en Nouvelle-Calédonie, qui avait pris la parole en Nouvelle-Calédonie. Et j'ai donc pensé, peut-être parce qu'il y a souvent Philippe qui est dans le jury, mais j'ai pensé une avocate. Et donc j'ai pensé, en fait, après, j'ai pensé à la maman de Philippe Reuter, Maître Reuter, et Maître Reuter, peut-être Maître Reuter, je ne sais pas, pour ce concours. C'est parce que c'est la première femme bâtonnière calédonienne. La voici. Elle voulait venir ce soir, elle n'est pas très bien, donc elle s'excuse. Et c'est donc Maître Reuter qui va ici rappeler un petit peu son parcours. Bonsoir à tous. Je constate qu'il y a quand même quelques hommes présents dans l'assistance, parce que tout ceci est un petit peu intimidant. Un concours quand même organisé par une femme, pour des femmes, arbitré par des femmes. J'ai pas le droit à l'erreur, ça c'est certain. Donc merci de m'avoir laissé pénétrer dans cette enceinte qui est un peu, pour ceux qui aiment le cinéma, un peu la cité des femmes de Fellini. En tout état de cause, un
mère n'a pas pu venir ce soir, elle en est vraiment déçue, désolée, elle aurait bien aimé être parmi nous, mais pour des petits problèmes de santé, ça n'a pas été possible. Alors, Françoise, donc, elle voulait te remercier d'avoir lui avoir demandé de parrainer cet événement. Je trouve que c'est tout à fait intéressant de mettre des femmes calédoniennes à l'honneur, celles qui ont participé un petit peu à la vie de ce pays. Il y en a beaucoup, il n'y a pas que des hommes. Et je trouve que d'ailleurs, souvent, à compétences égales, les hommes n'hésitent pas à se mettre en avant, alors que les femmes, souvent, on va les chercher. C'est mon sentiment. Pour ceux qui ont toujours travaillé avec moi, ils savent que je suis profondément féministe. J'ai travaillé avec des femmes au cours de ma carrière professionnelle. Donc, c'est pour ça que j'estime qu'on a souvent avantage à s'entourer de femmes à tout point de vue. Alors, pour ce qui concerne ma mère, je vais vous parler un petit peu d'elle, puisqu'elle parraine malgré tout ce concours d'éloquence, ce concours d'excellence, et qui a une histoire avec la Nouvelle-Calédonie. Alors ça, les choses évidemment sont un peu forcées et forgées par le destin. Ma mère est née en 1931 à Perpignan, donc évidemment bien loin de la Nouvelle-Calédonie, et elle a fait ses études au cours Maintenon à Perpignan, institution religieuse, voilà. Elle a perdu son père à l'âge de Maintenon, elle n'a pas connu son père, donc elle a été élevée par sa mère, sa grand-mère, et elle a fait ses études dans une institution catholique. Elle a eu son double bac à 17 ans, et après elle a entamé des études de droit à la faculté de Montpellier. Elle a obtenu sa maîtrise en droit à 22 ans. Un an plus tard, elle a obtenu le CAPA qui l'a destinée à la profession d'avocat. À la suite de cela, elle a fait 3 ans de stage au parquet de Montpellier, et pendant qu'elle faisait cela, elle a souhaité finalement devenir magistrat. Et puis, bon, ce projet a tourné court tout simplement parce qu'elle avait rencontré son futur époux pendant ses études et qu'ils avaient le projet donc Robert Rother, et de revenir s'installer en Nouvelle-Calédonie. Il n'était pas possible de devenir magistrat tout simplement parce qu'à cette époque, la magistrature outre-mer n'était pas ouverte aux femmes. Donc finalement, elle a choisi de devenir avocat, qui était son deuxième choix. Et en décembre 1957, elle est arrivée avec son époux en Nouvelle-Calédonie. Ils ont ouvert leur cabinet, et ma mère a été la seule femme au barreau de Nouméa de 1958 à 1966. Son époux est décédé en 1968, et elle s'est associée avec quelqu'un que les Calédoniens connaissent bien, qui était Georges Châtelet, qui est un excellent pénaliste et puis une figure de la politique calédonienne. Pendant les années 70, elle a été élue régulièrement pendant toutes ces années au Conseil de l'Ordre, et en 1981, pourtant un barreau composé, je dirais, très majoritairement d'hommes, elle a été élue bâtonnier pour 2 ans, donc en 1981, et je crois que j'ai recherché s'il y avait eu beaucoup de femmes en France élues bâtonniers auparavant. Je crois que je suis remonté à la Troisième République. Donc je peux dire que ce n'était pas quelque chose d'extrêmement courant. Donc elle a mené sa carrière, elle travaillait énormément dans le droit de la famille, principalement, droit des assurances, droit du travail. Donc elle a mené sa carrière professionnelle, et parallèlement, elle a également été élue au conseil municipal de Nouméa de 1970 à 1967. Je me souviens qu'à cette époque, c'était Roger Laroche qui était le maire de Nouméa et qui lui avait demandé absolument de faire un deuxième mandat, et il s'y était toujours refusé. Il a dit, je suis élu, je fais un mandat et c'est tout. Et voilà. Donc ça, je dirais que c'est le tempérament un peu des femmes. À la suite de cela, sa carrière a été distinguée. Donc c'est qu'elle était appréciée effectivement dans sa vie professionnelle. Donc elle a exercé toute sa carrière, et elle a pris sa retraite à l'âge de 64 ans. Voilà. Donc elle a mené une vie professionnelle extrêmement bien remplie. Elle a eu donc ses mandats électifs dans lesquels elle s'est distinguée. Et aujourd'hui, elle coule des jours heureux dans le cadre de sa retraite avec son mari et ses petits-enfants. Quand j'y pensais pour la présentation, si je devais la
résumé, j'emploierai les mots résilience, le terme à la mode, simplement parce qu'il lui a fallu se relever d'épreuves extrêmement pénibles dans sa vie. Elle a toujours su faire face et en même temps élever ses enfants. Je dirais également compétence, puisque sa compétence a été recherchée dans son cadre professionnel, et il l'a cherché également pour exercer des mandats électifs. Et puis, à titre surtout personnel, je dirais une extraordinaire modestie et une infinie gentillesse. Alors, je le disais, modestie, je crois que c'est le trait qui la caractérise, tout simplement, parce que je lui ai indiqué tout à l'heure que j'allais parler d'elle devant vous, et elle m'a dit, surtout, ne va pas trop loin, ne dis pas trop de choses. Voilà. Non, je ne dirais que la vérité. Voilà. Donc, je trouve que c'était une bonne idée de lui faire parrainer son cours. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres femmes en Calédonie qui pourront suivre cette voie. Donc, je t'en remercie, Françoise, et passez tous une bonne soirée. Je vais laisser la parole un peu à Isabelle Chambourreau, un petit peu. En fait, je remercie beaucoup Philippe d'être intervenu pour présenter la vie de sa maman. Alors, il y a deux choses. Soit il a envie de rester avec nous longtemps, donc il a bien détaillé, soit c'est la vie de sa maman qui est très riche. Je pense que c'est la vie de sa maman qui est très riche. Merci Françoise, merci tout d'abord pour l'organisation de cet événement qui, je pense que tout le monde l'a déjà relevé, est de plus en plus précis et bien organisé au fil du temps. Donc merci pour cet engagement aussi, pour faire vivre cette parole et donc qui nous permet d'être tous réunis aujourd'hui. Je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui pour présider, je dirais plutôt animer ce jury, et je remercie par avance les membres du jury qui se sont rendus disponibles aujourd'hui. Tu as réussi à motiver des femmes qui s'investissent en politique, qui s'investissent dans le monde de la communication, de l'entreprise, et donc tu as réussi à réunir un beau panel aujourd'hui pour ce jury. Je voudrais remercier aussi cette émouvante présentation qui nous a été faite. Je pense que c'est important pour nous les femmes, parce qu'il y a encore beaucoup, sans être féministe, parce que je pense que je l'ai déjà dit publiquement, c'est pas forcément mon mode de communication, mais je dirais qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, notamment dans le cadre de l'égalité professionnelle. Il y a d'ailleurs un texte qui est en ce moment en préparation au niveau du gouvernement et qui pourra être présenté, je l'espère, rapidement au Congrès sur ce sujet. Donc il y a encore du chemin à parcourir, et je pense qu'on peut compter notamment sur les jeunes filles qui sont ici ce soir pour le faire. Mais il faut aussi rendre hommage aux femmes qui nous ont précédées aussi, et je pense que la présentation qui a été faite est importante en ce sens, c'est-à-dire qu'il y a des femmes de qualité, compétentes, et qui ont ouvert des chemins, et qui nous permettent peut-être à chacune d'entre nous aujourd'hui, c'est elles qui ont mis ces petites pierres, et qui nous permettent peut-être aujourd'hui, finalement, d'avoir eu, nous, la chance d'être bien dans le rôle que nous occupons. Pour finir, simplement pour ceux qui ne me connaissent pas bien, j'ai l'honneur de m'occuper de l'enseignement au niveau de la Nouvelle-Calédonie, et pour moi c'est très important dans ce contexte de défendre et de promouvoir également l'égalité entre les filles et les garçons, qui va se transmettre aussi ensuite en égalité pour les hommes et pour les femmes. Et puis il y a un petit symbole, je ne veux pas focaliser sur la politique, mais dans le prochain gouvernement, il n'y a qu'une femme sur 11 membres du gouvernement, et donc pour moi il y a quand même un petit c'est un petit indice sur finalement l'effort encore qu'il nous reste à parcourir, et pour pouvoir permettre aux femmes, sans forcément être dans la parité imposée, pour permettre aux femmes qui le méritent et qui représentent la société calédonienne de pouvoir être présentes. Donc merci pour cet événement qui s'inscrit dans ce cheminement. Vous pouvez passer, vous poussez vous pouvez vous asseoir ici ou tout autour là. N'hésitez pas, plutôt que là de rester debout. Alors, ce que je vous propose en fait, ça va être on va démarrer le concours avec 5 solos. Donc 5 filles qui vont parler toutes seules pendant 5 minutes. C'est pas facile, c'est un exercice qui va pas être facile. Et là, je m'adresse aussi aux terminales qui sont dans la salle et qui vont se roter au grand oral, où il va falloir parler à un temps limité. Et je vous assure que 5 minutes, c'est pas facile.
Moi, je vais essayer de parler en 5 minutes. Vous ne connaissez pas les thèmes, vous allez les découvrir au fur et à mesure. Et je m'étais dit, je vais faire un peu l'introduction du concours en les interpellant par rapport à vos sujets. Tous les sujets qu'elles ont eus, je les avais trouvés et les sujets ont été tirés au sort. Et je me suis dit, moi, je vais animer un concours d'éloquence féminin et si je me mets à leur place, qu'est-ce que je réponds aux différentes questions sur lesquelles elles vont débattre. Déjà, je me suis dit, bon, allez, on va se lancer cette année, on va faire un concours le 10 mars. Parce que la semaine des droits de la femme, le 8 mars, c'était compliqué pour les lycéennes de venir, donc on a fait mercredi, pas possible. Je me dis, bon, bah tant pis, on fera plus tard. Et le 21 avril. Mais 21 avril 1944, aujourd'hui, c'est le décret qui donne aux femmes la possibilité de voter. Donc je pense que c'est une date qui peut être gardée pour l'année prochaine, et surtout que les filles, elles sont à ce moment-là avec le droit de vote des femmes, c'est le décret de 1944, elles ont pu voter pour la première fois en 1945. Léna, là je pense à toi. Et justement, est-ce qu'à ce moment-là, avec le droit de vote, est-ce que les femmes seront réellement libérées? Voilà un des thèmes, et ça va être Léna. Libérées, alors moi j'avais le droit de vote, oui, pas en 44, un peu plus tard, heureusement. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Moi, libérée, non, parce que j'étais extrêmement timide. J'ai aucun de mes élèves qui me croit. Je suis en train de parler devant vous. Je préférais un 0 que de prendre la parole. J'ai raté mon oral de français et je parle. Comme quoi, on peut y arriver. Ensuite, je me suis dit, bon, bah, comment faire? Oui, je pourrais prendre la parole, parce que moi, je ne rentrais pas dans les canons de beauté de l'époque. Donc, je me suis dit, t'es pas très belle, mais tais-toi. Margot, sois belle et tais-toi. Sinon, après, je me suis dit, bon, tu vas pas en faire tout un drame. Il va falloir évacuer. Est-ce qu'il faut évacuer les femmes et les enfants d'abord? Ça va être démontré par Charlotte. Donc, en fait, peut-être que si je prends la parole aujourd'hui, désolé, papa, c'est peut-être grâce à Dieu. Et Dieu créa la femme. Là, ça va être Luna. Donc en fait, ce que j'ai fait, et je vais aller très vite, j'ai fait ce qu'on peut faire, j'ai fait un tableau, et je me suis dit quels sont les hommes qui m'ont marqué, quelles sont les femmes qui m'ont marqué. Si vous regardez bien, j'ai écrit un peu gros du côté des hommes, et j'ai beaucoup de choses à écrire sur le côté des femmes. Donc en fait, les inspirations, si je peux commencer, oui, papa, en histoire, Napoléon, rien. Improviseur, Gérard Boulet, mon mari, faut pas que j'oublie, c'est lui qui a quasiment fait tous les supports. Mais je pense que quand même, on a plus de femmes. Ma maman, Jeanne d'Arc, peut-être mieux que Napoléon, hein. Mais ça c'est une question de point de vue. Une prof d'histoire, qui m'a marqué au lycée La Pérouse, qui est repartie en métropole, Madame Dupont. Une maman, je ne sais pas si elle est ici, c'est grâce à elle que j'ai monté pré-prépa, il y a 6 ans. C'est Barbara Flamac, et elle devait peut-être passer, mais elle n'était pas sûre, donc elle n'est pas là. J'ai des amis ici qui m'ont encouragée et qui sont des supports, voire des modèles, notamment pour une certaine, et elle va se reconnaître. J'ai bien évidemment l'avenir devant moi aussi, faut pas oublier, parce que ça c'était avant. L'avenir, ça va être qui? Ça va être Carla, pour son papa, mais surtout sa grand-mère. L'avenir, ça va être mes filles. L'avenir, j'ai quand même mon fils, faut pas oublier le garçon. Et ça va être mes élèves. Mais ça va être ces jeunes filles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elles vont nous montrer qu'il n'y a qu'un seul trait entre René Reuter et elles vont prendre la parole ce soir. Et donc on va d'abord appeler, pour débuter les solos, Charlotte Fourmont. Bienvenue à bord. Si parmi vous, certains doivent s'en aller, voguer vers d'autres horizons à cette heure avancée de la soirée, de grâce, madame, mesdames, mesdemoiselles, je vous en prie, restez. S'il le faut, gardez vos enfants avec vous, mais madame, mesdemoiselles, restez. Ces messieurs, dès lors, quitteront le navire, attirés comme mal accoutumés par le chant de certaines sirènes. Maintenant, matelots et moussaillons, mesdames et mesdemoiselles,
sous la protection complice de Poséidon, poursuivons l'Odyssée. Et lorsque tous ces marins d'eau douce seront rentrés au port, je suis fière, mesdames, mesdemoiselles, d'être là, votre serviteur, l'ultime oratrice. J'invite ainsi chaque femme et enfant à ne pas évacuer et m'écouter parlementer. Faut-il évacuer les femmes et les enfants d'abord? Bien sûr. La galanterie est chose rare de nos jours. Laisser passer femmes et enfants serait la moindre des choses. C'est tout de même nous, la future génération, les femmes donnant la vie et les enfants assurant votre retraite. Mais les enfants d'aujourd'hui, c'est également la mémoire de demain. Durant le génocide, certains d'entre eux ont survécu et partagé leur histoire avec le monde. Nombreux sont les témoignages d'autrefois dans les films. La rafle, le garçon au pyjama rayé, jeu interdit ou encore la vie est belle. Ceux-ci sont alors exposés au devant de la scène face au chaos. Voyons cela d'un point de vue plus philosophique. Platon, avec son allégorie de la caverne, nous explique qu'il faut s'extraire de celle-ci afin de connaître la vérité et l'altruisme. Nous constatons donc la chose suivante, qui est que certains hommes ont probablement dû évacuer après la femme, vu l'idiotie d'entre eux. Pensons par exemple aux 97%. Les 97% représentent le pourcentage de femmes dans le monde ayant subi du harcèlement sexuel. Malheureusement, cela s'applique également à cette salle, à cet auditoire. Malgré cela, nous femmes n'avons pas peur et nous tentons de prendre les devants sur notre condition souvent bafouée par autrui. Alors oui, les femmes et l'enfant méritent d'être évacuées d'abord afin d'échapper tout d'abord à la stupidité humaine. Car ainsi les femmes veulent nous jeter, nous femmes, car ainsi les hommes veulent nous jeter, nous femmes, en tant qu'éclaireuses. Nous n'avons pas besoin d'eux pour affronter les houles de la vie. Depuis le temps qu'on leur demande l'égalité des sexes, ça serait sûrement le bon moment pour leur montrer que nous aussi, nous savons nous défendre. De plus, n'oublions pas que la proue des bateaux était généralement des corps féminins. Les hommes avaient sûrement déjà dû comprendre que leur place était dans notre sillage. Ceux-ci, dès lors, suivront des sirènes aveuglément, pensant être les seuls maîtres de leur voyage, mais derrière chaque homme se cache une femme. Diego Rivera avec Frida Kahlo, Pierre avec Marie Curie, Barack avec Michelle Obama, Lafayette avec Marie-Madeleine alias Madame de Lafayette. Alors je vous dis oui, mesdames, mesdemoiselles, nous resterons comme à notre habitude fiers au devant du navire. Laissez les femmes et les enfants évacuer d'abord. N'oublions pas les conséquences lorsque les femmes prennent les devants. Lorsque Ève va choisir de croquer dans la pomme et augmenter les souffrances lors des accouchements. Lorsque Pandore va ouvrir sa boîte et déverser tous les maux terrestres. Lorsqu'Antigone, qui dérogeant aux lois pour enterrer son frère, finit par se perdre et se pendre. Alors oui, bien sûr qu'il faut protéger ses arrières, mais doit-on réellement envoyer femmes et enfants en éclaireur? Offrons les mioches! En première ligne, les donzelles! Waouh! Il est fier, l'homme protecteur! Non pas le premier, mais le dernier rempart! Voilà sa stratégie. Mettons les femmes en bouclier et les enfants, mais quelle preuve de courage! Voyons cela différemment. Vu que la terre est bleue, et qu'il est souvent question de nains, parlons des schtroumpfs. Comment ils font, les schtroumpfs? Ils évacuent la schtroumpfette et puis quoi? L'on veut quoi en fin de compte? Quel est le résultat recherché? Qu'il ne reste uniquement que des femmes et des enfants? Est-ce réellement ce que l'on souhaite? Qui a dit que le salut se trouve à l'île aux enfants? Ou chez les Amazones? Ou les Valkyries? Je rappelle que l'Arche de Noé l'avait montré. Il faut sauver toutes les espèces, dont les hommes. Ainsi, il faut évacuer les femmes et les enfants, d'accord, mais jamais d'abord. Je vous invite ainsi à achever notre traversée ensemble. Je pense alors que nous devrions être égaux, nous soutenir les uns et les autres, plutôt que de nous jeter mutuellement vers l'abattoir. Apprenons à évacuer ensemble. Pensons par exemple à Isabelle Chamorro, avec le navire gouvernemental. Il y a des tempêtes, des houles et des beaux jours, mais tout cela est parcouru ensemble. Et ce n'est pas fini. Ne sortez pas. N'évacuez pas. Poursuivons notre aventure, nos amours, nos envies. Madame, mesdames, mesdemoiselles, notre histoire n'est pas finie. Jamais, car elle vient à peine de commencer.
Maintenant, on va appeler Alizée Fortage pour La femme est-elle l'avenir de l'homme? Bonsoir à toutes et à tous. La chose que j'ai à affirmer aujourd'hui, c'est que la femme est l'avenir de l'homme. L'avenir de l'homme, c'est la femme, disait Louis Aragon. Elle est la couleur de son âme, sa rumeur et son bruit. Sans elle, il n'est qu'un blasphème. Cette citation peut paraître absurde, mais en effet, il n'a pas tort, car derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Prenons l'exemple maternel. Une mère prépare son enfant à son avenir, à sa réussite. La mère de Barack Obama, par exemple, lui a toujours répété en étant enfant « Tu pourras devenir ce que tu souhaites », même président des États-Unis. Et devinez qui était président de 2009 à 2016. C'est donc la femme qui a construit l'avenir de l'homme. D'ailleurs, tout président français a été sous l'influence de sa femme en politique. Parfois, ce sont même les femmes amoureuses qui peuvent permettre mieux que quiconque de mettre un vent artistique dans les voiles créatifs de ceux-ci. On en a la représentation parfaite avec Julie Caillé, la compagne de François Hollande, puisqu'elle est soit la compagne de François Hollande, mais également une artiste et actrice, productrice très talentueuse. Restons sur l'exemple présidentiel. La femme est l'avenir de l'homme dans ce domaine également, par exemple aux États-Unis. Si Joe Biden vient être trop vieux pour présider, ce sera donc Kamala Harris qui prendra le relais. Par ailleurs, un article défendant Hillary Clinton contre les attaques de ceux qui la répugnaient, voire à accéder à la Maison-Blanche, a rappelé que les hommes peuvent être égoïstes vis-à-vis des femmes, mais qu'ils ne peuvent pas s'en passer. De même, de manière plus générale, elle a permis de faire avancer la vision de la femme dans la société et principalement en politique grâce à son parcours très élaboré, puisque ça a été la première femme à pouvoir accéder à la candidature de l'un des deux grands partis des États-Unis. Par ailleurs, Simone Veil est elle aussi un exemple qui prouve que la femme est l'avenir de l'homme, mais également de la femme, puisqu'elle est reconnue pour sa lutte contre la discrimination des femmes, mais également pour sa loi Veil. Et c'est grâce à ses actes si son mari est à l'heure actuelle au Panthéon, la célèbre nécropole française. La femme est une source de vie, et c'est en cela qu'elle détient l'avenir. Comme la terre est aussi symbole de fertilité. C'est pour cela que depuis toujours, lorsque les hommes se battent contre la terre, elle est représentée sous forme de femme. Par exemple, Gaïa chez les Grecs. En fait, la femme, c'est l'avenir de l'humanité, homme ou femme. Une femme porte plus que la vie, elle porte le sentiment, elle porte l'empathie, elle porte le souci de l'autre. Dans ce monde principalement régi par la jambe masculine, ces exemples montreront que, comme le dit Jean Ferrat dans sa célèbre chanson qui reprend les vers du poète Louis Aragon dans Le Fou d'Elsa, la femme est l'avenir de l'homme. Effectivement, on peut donc voir que l'avenir de l'homme, c'est la femme, mais aujourd'hui, j'aimerais que l'on reconnaisse le rôle important que celle-ci joue dans chacun des domaines, mais également les rôles que jouent les hommes. Donc, n'est-il pas également vrai que l'homme est l'avenir de la femme? De même, d'un point de vue religieux, sans Adam, l'avenir d'Ève et de leurs descendants, c'est-à-dire l'humanité entière, aurait été corrompue. Pour donner la vie, c'est la femme qui porte l'enfant, mais elle a besoin de l'homme pour enfanter. Mais la procréation n'est pas le seul domaine où les femmes ont besoin des hommes, car sans les politiciens, les médecins, les scientifiques, tous ces grands hommes qui nous permettent de vivre en paix, d'innover, de se guérir, il n'y aurait pas eu d'avenir. Il faut donc des femmes, mais aussi des hommes. Prenons l'exemple de Jacques Lafleur et de sa fille Isabelle Lafleur, ici présente. Son père, ayant signé les accords de Matignon en 1988, a pu influer ainsi l'avenir de sa fille. On peut voir que, étant devenue femme, Madame Lafleur a inauguré la place de la Paix l'an dernier à Nouméa et continue l'action de son père. L'homme a donc été l'avenir de la femme. Idem avec Pierre et Marie Curie. Marie ayant remporté 2 prix Nobel de physique, contraint pour son mari. Peut-être que son avenir n'aurait pas été aussi brillant si l'aide de son conjoint n'avait pas été là. Comment aurait-il pu y avoir un avenir pour les hommes comme pour les femmes sans des hommes tels qu'Einstein, Léonard de Vinci ou encore Ambroise Paré? Si Einstein n'avait pas découvert l'effet photoélectrique, comment aurait-on pu développer les panneaux solaires et l'énergie qui en découle? Il a donc contribué à notre avenir à l'heure actuelle. La femme n'est donc pas seulement l'avenir de l'homme, puisque sans les hommes, les femmes ne seraient pas là.
Dans ce monde principalement régi par la gente famille masculine, comme dit précédemment, les mythes se racontent, se nient, les opinions se donnent et se retirent, mais l'égalité recherchée, c'est toujours la même, elle est toujours présente. C'est pourquoi je pense que la femme est l'avenir de l'homme, comme l'homme est l'avenir de la femme. On peut également dire que la femme est l'avenir de la femme, tout comme l'homme est l'avenir de l'homme. L'avenir n'appartient pas à un sexe particulier, mais à l'humanité généralisée. Il faut une société réfléchie, en paix, qui travaille en synergie pour pouvoir avoir un avenir stable et cohérent. À l'heure actuelle, il y a des hommes et des femmes, mais cette synergie n'est pas achevée. C'est pourquoi l'avenir ne dépend pas d'un genre, mais de nos décisions à venir pour l'humanité. Merci. Je voulais juste préciser au public qui, pour la première fois, assiste à des concours d'éloquence. Dans les solos, comment ça se passe? Par rapport au sujet, il y a toujours une introduction. Ils doivent développer, donc ça doit durer 5 minutes en tout. Ils doivent ensuite développer l'affirmative, à l'affirmative la question posée, ensuite à la négative, et enfin dans la conclusion, elles doivent donner leur avis. Voilà comment ça se passe, c'est ce qui s'est passé depuis le début. Et donc là maintenant, on va accueillir Léna Méran. Est-ce si facile d'être une femme? Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Je suis une femme, puisque comme le dit le petit Larousse, je fais partie de la moitié de l'humanité et je me différencie de l'homme. Avec un H minuscule, n'exagérons rien. J'ai aussi appris récemment qu'il y avait la femme et la femme libérée. Reste à savoir laquelle des deux fait partie de l'humanité. Mais alors, qu'est-ce qu'une femme libérée? Et est-ce vraiment si facile d'en être une? Eh bien oui. Être une femme libérée, c'est comme aux lampes de gauche, avoir le droit de vote comme les hommes. Mesdames et messieurs, ce n'est en 1944 que nous, les femmes françaises, nous avons le droit de choisir qui nous dirigera. Depuis 1975, avec la loi Veil sur l'avortement, être une femme libérée, c'est avoir le droit fondamental de disposer de son corps. Et il faudra attendre 25 ans de plus pour que ce soit également le cas en Nouvelle-Calédonie. Être une femme libérée des tabous, c'est assumer sa féminité, parler librement des menstruations dont certaines souffrent, de l'orientation sexuelle qui ne définit pas qui nous sommes, de la virginité, de la stérilité, du viol ou de ne pas vouloir d'enfant. En ce moment, sur les réseaux sociaux, de nombreux mouvements comme #BalanceTonPorc ou #MeToo sont de plus en plus nombreux et incitent les femmes à parler de ces tabous. Être une femme libérée pendant les guerres mondiales, c'est pouvoir s'émanciper, montrer aux hommes que nous, les femmes, pouvons aussi réaliser des tâches qui leur étaient réservées. Telle Bécassine, travaillant dans l'usine automobilière, ou alors les 6 millions d'ouvrières américaines de l'industrie militaire qui font des affiches de propagande en 1943 caractérisées d'un slogan « We can do it ». Être une femme libérée, c'est se débarrasser de l'étiquette de la femme à la maison ou de celle moins compétente qu'un homme. Pourtant, aujourd'hui, il y a moins de femmes qui ont un poste prestigieux que d'hommes. Seulement une femme sur 3 a un poste de manager. C'est aussi bénéficier du même salaire que lui, puisque malgré les mesures mises en place par le gouvernement, les hommes gagnent en moyenne plus que les femmes. Par exemple, chez les avocats, un pénis rapporte 900 € de plus, soit 110 000 francs. Pourtant, il s'avère que parfois, être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Être une femme libérée pendant les guerres mondiales, c'est, revenons-en à notre chère Bécassine, n'avoir aucun droit. Nous nous émancipons, nous parlons, mais sommes-nous vraiment entendus? Non. Non, parce qu'à ce moment-là, même si nous sommes des munitionnettes, des suffragettes, nous ne nous sommes pas regardés comme on le ferait avec des hommes. Ainsi, Bécassine est représentée sans bouche, sa parole lui est en réalité supprimée. Être une femme libérée, c'est devoir subir et accepter le regard des autres lorsque nous sommes célibataires ou indépendantes. Comme si la vie en couple avec vous, messieurs, nous était vraiment nécessaire. Vivre seul et avoir une vie sentimentale épanouie, est-ce vraiment incompatible? Surtout quand on sait qu'en Nouvelle-Calédonie, une femme sur 4 est battue. Ainsi, être une femme libérée, c'est éviter de sortir brisée d'une relation, ou même de devoir subir un féminicide. Être une femme libérée de sa tour comme réponse, c'est devoir ne pas respecter l'autorité de Mère Gauthier,
et découvrir un monde qui nous fait parfois peur, comme lorsqu'elle découvre les brigands dans la caverne. Enfin, c'est un mal pour un bien quand on sait qu'elle se débarrasse à la fin du dessin animé d'une trentaine de kilos de cheveux. Être une femme libérée, c'est également, pour certaines, se débarrasser de certaines idéologies religieuses. En effet, certaines femmes croyantes souffrent de soumission ou d'infériorité par rapport à l'homme. Par exemple, dans la Bible, on peut retrouver la citation « Ton mari dominera sur toi » ou alors, dans le Coran, les hommes ont autorité sur les femmes à cause des qualités par lesquelles Dieu les a élevées au-dessus d'elles. Dans ces textes, certainement écrits par des hommes, qu'est-ce qui justifie qu'un être peut en dominer un autre? Que la femme ne soit pas l'égale de l'homme? Et si Dieu était une femme? Et si ces textes religieux étaient réécrits par des femmes? Après tout, mesdames et messieurs, à la question « D'où venons-nous ?» peut-être est-ce Gustave Courbet, avec son tableau « L'origine du monde », qui y répond le mieux. Ainsi, être une femme libérée, c'est savoir faire en sorte que la religion ne prenne pas le dessus sur notre liberté. Enfin, mesdames et messieurs, j'aimerais vous demander, qu'est-ce que le président turc, M. Erdogan, a voulu renvoyer comme image en ne proposant pas de chaise à Mme von der Leyen, présidente de la Commission européenne? #Sofagate. Être une femme libérée n'est donc pas si facile, puisque c'est être qui l'on veut, quand on veut, avec qui l'on veut. Pourtant, si j'ai pu l'être aujourd'hui devant vous pendant quelques minutes, c'est que nous pouvons toutes en être une. #We can do it too. Bravo Léna. Donc maintenant nous allons écouter Luna d'Esperanza et Dieu créa la femme. Mesdames et messieurs, on m'a donné comme sujet « Et Dieu créa la femme ». Alors avant toute chose, je tenais à vous dire que toute croyance et toute religion sont propres à chacun. Ce discours n'a pas pour but d'offusquer quiconque qui croira en Dieu, bien sûr. L'écrivain Claude Roy a dit quand Dieu eut créé l'homme, il fut effrayé de ce qu'il avait fait. Il créa aussitôt la femme comme premier secours. Alors ainsi, en 1956, Roger Vadim met sur le devant de la scène Brigitte Bardot dans son célèbre film « Et Dieu créa la femme ». Brigitte Bardot a interprété une jeune femme, Juliette, des années 50 de Saint-Tropez. Pour remettre l'histoire au bout du jour, Juliette est une cagole. Mais attention, en tant que sudiste, je dois redéfinir le mot cagole. Car être une cagole, ce n'est pas péjoratif, mais bien au contraire. Être une cagole, c'est être une femme charmante, fun et libre de ses actes. Être une cagole, c'est être une pure féministe, au final. Alors comment vous dépeindre la triste vie de Juliette, entourée de ces hommes et de ces femmes qui souhaitent qu'elle devienne la femme parfaite de maison? Alors ainsi, Dieu a-t-il pu créer la femme? Selon la religion, Dieu a créé la femme. D'après la Genèse, le Seigneur Dieu dit « Il n'est bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui sera son visage. » Ainsi, Dieu eut créé la femme, Ève, à partir de la côte d'Adam. Dans la religion juive, si la femme a créé Ève à partir de la côte d'Adam, c'est pour qu'elle soit son égale, qu'elle soit son vis-à-vis, qu'ils soient faits l'un pour l'autre. Alors mignon, me diriez-vous. Mais dans la religion catholique, ce n'est pas pareil. D'après l'apôtre Paul, l'ordre créationnel a son importance. L'homme est créé avant la femme, et ainsi, nous pouvons instaurer les fondements de la famille. La femme dominée et l'homme dominant, créés pour se reproduire et perdurer l'humanité. Car c'est bien connu, le rôle de la femme est de se marier et de faire des enfants. Alors ainsi, c'est notre sexe qui nous conditionne, c'est notre sexe qui définit notre statut, c'est par ce sexe que nous, femmes, n'auront jamais un poste plus élevé qu'un homme, que nous, femmes, n'aurons jamais un salaire plus élevé qu'un homme. C'est par ce sexe que nous allons tous les mois chez la coiffeuse, chez l'esthéticienne pour plaire aux hommes. C'est par ce sexe aussi que depuis toute petite, on nous dicte d'être soignée, propre, gentille, et qu'on doit porter du rose, qu'on doit faire des sports de filles. Alors au final, c'est par ce sexe que nous sommes obligés, nous, femmes, à nous taire et à accepter notre condition. Alors jusqu'à présent, notre religion a conduit la société à penser la femme comme soumise à l'homme, mais la religion dit-elle vrai? Car depuis toujours, il existe des femmes, mais aussi des hommes, qui se battent pour la liberté des femmes, les droits des femmes et la parité. Alors comment osons-nous dire que Dieu a créé la femme? Car oui, selon Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Ce n'est pas Dieu qui nous a fait devenir femme, mais c'est bien notre histoire, nos choix qui nous font devenir. Toutes ces femmes qui nous entourent aujourd'hui n'ont pas de destin scellé.
Eh bien oui, elles vivent, elles grandissent et elles choisissent leur destin. Comment pouvons-nous dire que quiconque puisse interférer dans leur existence, dans leur vie? Vous, mesdames, est-ce Dieu qui a fait de vous qui vous êtes? Est-ce Dieu qui a travaillé à votre place pour devenir ce que vous êtes devenus? Alors certaines femmes se sont battues pour valoir leurs droits, à l'instar de Madame de Gouges, qui a rédigé en 1791 la Déclaration de la femme et de la citoyenne, exigeant ainsi la pleine assimilation légale, politique, mais aussi sociale des femmes. On peut aussi citer Jeanne Chauvin, première femme avocate en France, qui a refusé l'idée que les femmes ne pouvaient prêter serment jusqu'en 1900. Ou encore Madame Renée Rother, l'une des premières avocates et bâtonnière ici sur notre caillou. À l'image de Juliette dans le film « Et Dieu créa la femme n'est pas prédisposée à ce que la société veut ce qu'elle devienne. La femme est libre. Cette cagoule a raison au final. Car oui, alors que tout laissait prétendre qu'elle devait suivre les règles pour s'inclure dans son entourage, elle n'en fait qu'à sa tête. Et par ses actions, elle fait valoir ses droits. Alors non, Dieu n'a pas créé la femme. Je suis désolée, mais si dans un pays laïque comme le nôtre, la France, nous continuons de lier l'existence de la femme à la volonté de Dieu, c'est que le combat de ces grandes femmes n'aura mené à rien. Et c'est que la lutte que nous toutes exerçons chaque jour en tant que femmes pour reconnaître nos droits et qu'on soit traité comme on le devait être à l'égal de l'homme ne vaut rien. Mesdames et messieurs, si aujourd'hui des milliards de personnes tentent de combattre la misogynie présente dans notre société, c'est pour un jour réussir à la vaincre. Et ça sera le combat de ma vie s'il le faudrait. Alors aujourd'hui, comme Martin Luther King, j'ai un rêve. C'est que les hommes et les femmes puissent naître et demeurer libres et égaux en droit. Alors vous me direz, rêver c'est beau, mais un jour ce rêve deviendra réalité. Merci. Alors là, nous allons écouter maintenant la dernière personne qui va nous présenter un solo, c'est Margot. Arrête de te plaindre. Il faut souffrir pour être belle. Une phrase choquante, pourtant banale, pour une mère pour sa fille. Dès le plus jeune âge, à travers des contes de fées, on apprend aux jeunes filles qu'elles doivent être belles. Et pour l'être, il faut souffrir, comme les demi-sœurs de Cendrillon qui se mutilent pour enfiler la pantoufle de verre. Mais est-il nécessaire, est-il normal que la femme ait à se taire pour laisser place au paraître? Doit-elle se taire pour être belle? Le monde change, et avec lui, les critères de beauté imposés par la société évoluent eux aussi. Ils sont différents en fonction des époques. De nos jours, les critères demandent une image utopique de la femme. Une femme fine, avec des formes là où il faut, une peau lisse et parfaite. La liste est bien longue. Mais ce privilège que la vie offre à certaines peut être utilisé. Dans des métiers comme le mannequinat ou la mode, les femmes doivent être assez belles aux yeux de la société pour pouvoir réussir professionnellement. Prenons l'exemple de cette milliardaire et mannequin Kendall Jenner qui est idolâtrée pour son physique et être rentrée dans les codes de notre temps. Mais en remontant dans le temps, la beauté n'était pas seulement utilisée pour le travail, mais pour exister. Récemment, les Chroniques de Bridgerton, une série se situant au XIXe siècle dans la hiérarchie anglaise, met en avant une jeune femme, Daphné, dite parfaite pour sa société, puisqu'elle a de longs cheveux blonds comme les blés, des yeux bleu océan et une taille parfaite. Cette beauté définissait qui elle était et serait. Si elle était belle, elle avait la chance de faire un beau mariage pour elle et sa famille. Au contraire, si son apparence ne correspondait pas aux attentes, sa vie n'avait aucun sens. À aucun moment, nous nous pencherons sur sa pensée, sur son caractère, seulement sur son physique, son sourire et sa posture. Ici, la parole n'est ni utilisée ni même pensée. Seule la beauté extérieure permet le droit d'être femme. Mais, par l'article 10 de la Déclaration de la femme, de la citoyenne, d'Olympe de Gouges,
Si la femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Les femmes, comme Émilie du Châtelet, Marie Curie et tant d'autres scientifiques et femmes brillantes, ont su écrire l'histoire avec son grand H par leurs paroles, leur audace, leur intelligence et leur beauté. Ce sont grâce à ces femmes que j'ai la chance de me tenir ici devant vous et d'être entendue. Ma dignité d'avocate ne saurait museler ma liberté de femme. Ici, Gisèle Halimi, femme politique, féministe à qui nous devons la criminalisation du viol, a su utiliser sa voix et son parcours pour s'exprimer pour celles qui ne le peuvent. En 2006, une militante afro-américaine, Tarana Burke, crée MeToo, un mouvement social qui encourage les femmes à parler d'un viol, parler d'une agression, parler d'une discrimination ou d'un sexisme qu'elles ont pu vivre. Ce sera en 2017 que ce mouvement sera médiatisé suite à l'affaire Weinstein, ce qui a engendré sur les réseaux sociaux au niveau international des vagues d'hashtags. Donc en France, Balance ton porc, qui a aidé des centaines et des milliers de jeunes filles et femmes à sortir du silence. C'est pour cela qu'il est important, voire même impératif, que celles qui ont cette liberté et ce devoir de parler puissent l'utiliser pour aider celles qui ne l'ont pas, celles qui ne peuvent pas. Il est aussi important de rappeler le parcours et le chemin parcouru pour stopper ce sexisme, pour arriver à nos libertés aujourd'hui, ainsi que le chemin à parcourir pour stopper le sexisme et arriver à une égalité totale entre femmes et hommes. Mesdames, mesdemoiselles, nous vivons dans une société où je pense qu'il est temps qu'on se regarde dans un miroir et qu'on se dise « je suis belle ». Pas par égocentrisme, pas par prétention, par fierté et par respect des femmes fortes et belles que nous sommes. Mesdames, mesdemoiselles, mères, sœurs, filles, femmes, vous êtes belles, avec ou sans maquillage, avec ou sans vêtements. Peu importe votre taille, peu importe votre poids, peu importe votre couleur. Changez. Changez si nécessaire, mais seulement et uniquement pour vous. Uniquement pour votre parole, uniquement pour votre santé. Si le monde et ses convenances ne sont pas d'accord, écrivez-le, dites-le, hurlez-le. Je suis belle et je le vaux bien. Je suis moi et je ne me tairai pas. Merci. Personne ne les aide. Moi, elles m'ont juste demandé à certains moments certaines références, s'il y avait besoin ou des détails. Elles ont fait ça toutes seules. Alors, notre idée, c'était donc d'envoyer sur le débat. Vous voulez juste 2 minutes pour regarder vos feuilles, pour faire un petit bilan et après vous débriefer après le débat, ou vous voulez faire là et maintenant? On fait le débat direct? On fait le débat? Ok. Alors, donc là maintenant nous allons passer au débat et je vais vous expliquer un petit peu les règles du débat en appelant d'abord le gouvernement, à savoir les filles du lycée La Pérouse qui va s'installer de ce côté, et nous allons appeler l'opposition, les filles du lycée Blaise Pascal qui vont s'installer en face. Alors, le gouvernement, représenté ici par Luna, Léna et Charlotte, propose une nouvelle loi qui est de remplacer la devise qui est installée sur le fronton du Panthéon. Et cette devise qui est « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante », elles vont proposer aux grandes femmes la patrie reconnaissante. Alors, comment ça va se dérouler ? Le gouvernement va prendre la parole, le chef de gouvernement va prendre la parole, et elle va parler pendant 4 minutes. Ensuite, c'est l'opposition qui va prendre la parole, 4 minutes, et systématiquement, il y a une alternance.
vous allez entendre en fait la première minute de présentation du projet. Pendant la première minute chacune, c'est ce qu'on appelle une minute sacrée. C'est-à-dire que l'opposition au gouvernement n'a pas le droit de poser de questions. Il y a 2 minutes libres, on pose des questions, et donc réponse obligatoire, enfin la plupart du temps, et puis, pas systématiquement. Et ensuite, la dernière minute est aussi sacrée. Ça laisse un peu de temps aux filles, parce que c'est un exercice quand même qui est assez difficile, parce que là on rentre dans l'interaction. Et la réponse, elles ne connaissent pas les questions. Donc c'est un exercice qui est difficile. Donc on fait toujours ces minutes sacrées. Et là, je suis affiliée à la Fédération française de débat et d'éloquence, que je préfère citer ce soir, parce que j'utilise leurs critères pour l'éloquence. Donc là, je vais laisser la parole, parce qu'elles vont intervenir ici, je vais laisser la parole à Luna da Esperanza, qui est chef de gouvernement. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis Luna da Esperanza, Premier ministre. Alors accompagnée de la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, mais aussi de la parité et de l'égalité des chances, Léna Méran, et ainsi que de la secrétaire générale du gouvernement, Madame Charlotte Faumont, qui occupera plus tard les aspects égalitaires et éducatifs de notre projet. Le gouvernement français a décidé de remplacer la devise inscrite au fronton du Panthéon, soit aux grands hommes la patrie reconnaissante, par aux grandes femmes la patrie reconnaissante. Alors cette installation serait éphémère. Elle durera une semaine, du 7 au 13 mars 2022, afin de célébrer le 47e anniversaire de l'officialisation de la Journée internationale des droits de la femme par l'ONU. Alors ce projet permettrait de mettre en avant les femmes et leurs combats qui ont un impact dans notre société. En effet, au fil des siècles, les femmes n'ont cessé d'être médiatisées, d'être représentées, mais cependant elles sont fortement marginalisées dans la vie culturelle de la France, mais aussi du monde. En effet, comptez seulement 5 femmes inhumées au Panthéon contre 75 hommes. Seulement 6,25 femmes présentes au Panthéon. Imaginez-vous tout de même la parité qui n'est pas représentée ici. Alors sans parler du male gaze, ou terme utilisé en français, la vision masculine utilisée dans le cinéma, terme utilisé par Laura Mulvey, critique et réalisatrice cinématographique, qui désigne le fait que la culture visuelle dominante impose au public d'adopter une perspective d'homme hétérosexuel. Ainsi, pour vous parler un peu plus en français et à votre niveau, il s'agit ainsi de mettre la caméra à la place d'un homme hétérosexuel. Donc la caméra suit le regard d'un personnage masculin sur le corps féminin et réduit la femme au rang d'objet sexuel, en l'hypersexualisant bien sûr, et en ne permettant pas à cette dernière de donner son point de vue. Oui. Excusez-moi, nous sommes Léa Isard-Lepage, chef de l'opposition. Donc, comment comptez-vous faire pour installer l'inscription sur le Panthéon? Très bien, merci pour cette question, j'allais en venir. Alors, comment nous allons faire pour installer cette installation? Tout simplement, nous allons demander à des personnes qualifiées, experts en art ancien, de confectionner une sorte d'installation qui permettrait en fait de ne pas toucher au fronton, car il est symbole, c'est un symbole français, c'est notre patrimoine, donc il ne faut pas l'effacer, mais simplement nous allons mettre un petit par-dessus avec un grand F pour remplacer le grand H, enfin, pour remplacer le mot, tout simplement. Donc ne vous en faites pas, on fait appel à des experts pour ce type d'installation, bien sûr. Donc je continue mon discours. Heureusement, de grandes femmes tentent de changer cette donne, bien sûr. Parlons de ces femmes qui ont révolutionné notre société, à l'instar de Colette, femme obligée de signer ses œuvres sous le nom de son mari William, par peur de ne plus pouvoir écrire. Parlons aussi de Coco Chanel, qui a révolutionné la mode et qui a permis aux femmes de s'émanciper, de se sentir plus libres.
et de brouiller les codes. Pensez aussi à notre symbole français, Marianne, au final, signe de liberté guidant le peuple lors de la Révolution dans le célèbre tableau d'Eugène Delacroix. Alors, ce projet permettrait de rendre hommage à ces femmes qui se sont battues à travers les siècles pour obtenir leur liberté et leurs droits. Ainsi, on remercie les grandes femmes de ce monde et aux grandes femmes la patrie reconnaissante. Merci. Je vous rappelle juste une chose, j'ai oublié de le préciser, il va y avoir un prix du public à la fin. Donc n'hésitez pas aussi à soutenir les jeunes filles qui passent. Pour l'opposition. Bonsoir à tous, je me présente. Je suis Léa Izard-Lepage, chef de l'opposition et avocate spécialisée dans la défense des droits de la femme. Ce soir, je suis attristée, mesdames et messieurs, car mon équipe et moi, donc mon équipe composée de Pauline Fabre, professeure de l'histoire de l'art à la Sorbonne, et Margot Jouvion, secrétaire générale, nous sommes en deuil. Car aujourd'hui, nous enterrons la culture française et le féminisme. En effet, en venant, je voulais m'adresser aux députés présents ce soir ou aux médias, mais en fait, c'est à vous, le gouvernement, que je vais vous adresser avec une simple question. Comment osez-vous? Tout d'abord, nous allons parler chiffres. Les chiffres de la parité, parce que j'ai l'impression que vous ne les connaissez pas. Savez-vous que 39,5% des femmes sont députées à l'Assemblée nationale? Seulement 39,5%. Mais au Sénat aussi, seulement 33%. C'est un tiers. C'est très peu. Il n'y a pas de parité. Pour prendre un cas local, le gouvernement, une femme sur 11. Il n'y a pas de parité. Mais même en dehors de la fonction publique, on peut retrouver par exemple seulement 27,2% de femmes cadres. Et si elles arrivent jusque-là, elles auront un écart salarial d'environ 20,6% avec un homme. Et c'est ça, votre réponse au manque de parité? Je pense que je suis assez choquée d'entendre ça. Vous allez, pendant 10 jours, changer le fronton d'un monument où 5 femmes sont inhumées. Je suis désolée, mais je ne pense pas que nous avons la même définition de parité. Oui, madame. Merci. Donc, bonjour, Nadia Esperanza, Premier ministre. Quel est votre but en n'acceptant pas notre projet de valoriser les femmes? Eh bien, notre but, madame, c'est de se battre contre la vraie égalité. Nous voulons la parité, mais nous voulons aussi le respect des femmes. D'ailleurs, j'ai l'impression, avec l'absurdité de votre discours, que vous ne mesurez toujours pas. C'est pour cela que je retourne à mes chiffres. Connaissez-vous les chiffres des violences faites aux femmes? L'année dernière, c'est 135 000 femmes qui ont été victimes de violences hors ménage, dont 34 000 viols. C'est 126 000 femmes qui ont subi des violences interconjugales, dont 3 700 viols. Et d'ailleurs, ces femmes ont été les plus chanceuses, car 90 ont perdu la vie en 2020. D'ailleurs, en parlant de féminicide, ici, cette année, le 4 janvier, nous avons perdu 2 femmes suite à la colère d'un homme. D'ailleurs, en Nouvelle-Calédonie, si on peut parler de nous, on est les champions ici. 6 fois plus de violences faites aux femmes qu'en métropole. En effet, 1 femme sur 4 déclare avoir subi une agression sexuelle ou physique. On a aussi reçu 1233 plaintes pour violences conjugales. Pour vous donner un ordre d'idée, parce que ça ne me semble pas beaucoup, c'est le même nombre qui a été reçu dans le département des Yvelines en France, département qui compte plus de 1,7 million d'habitants. Donc, c'est pour cela que je vous repose la question. Est-ce ça votre réponse aux femmes qui souffrent? Mesdames, mesdames, votre combat a été entendu par l'État. Vous allez être mises à l'honneur pendant 10 jours. Et puis après, plus jamais. Encore une fois, que fait l'État? C'est de la poudre aux yeux. Vous essayez d'éviter, de distraire l'attention
alors que votre inaction et votre incompétence tuent des femmes tous les jours. Alors pour cela, je m'adresse à vous. Pour le Panthéon, le changement, c'est pas maintenant. Nous avons maintenant le représentant du gouvernement, pas le représentant du gouvernement, le ministre de... Ok, de l'égalité homme-femme. Bonjour à toutes et à tous, je me représente, Léna Méran, ministre de l'égalité homme-femme, de la diversité et de l'égalité des chances. Tout d'abord, j'aimerais revenir. Beaucoup de chiffres, beaucoup de paroles, peu d'actions. Vous parlez beaucoup pour dire que la femme, oui, elle n'est pas reconnue dans notre société, il n'y a pas assez de parité, mais vous ne voulez pas la mettre en valeur, vous ne voulez pas montrer au monde qu'elle est assez belle, qu'elle est assez incroyable pour qu'on la mette aux yeux de toutes, de tous, devant un peuple français. L'avenir de l'homme est la femme. C'est ce qu'a écrit Louis Aragon dans son recueil de Fou d'Elsa. Liberté, égalité, fraternité. Nous avons une devise nationale qui tend à l'égalité et pourtant nous en sommes loin. Nos monuments ne reflètent pas assez l'image de la femme. Le Louvre, emblème culturel de la France, n'accueille qu'une trentaine d'artistes femmes et la plupart de leurs œuvres ne sont que des dessins ou des miniatures. De plus, en Nouvelle-Calédonie, ces inégalités se retrouvent au niveau des gouvernements, comme le 17e gouvernement par exemple, qui ne compte qu'une seule femme sur 11, Isabelle Chamorro. Et aujourd'hui, ces inégalités se creusent encore et encore, malgré les mesures mises en place par le gouvernement pour y remédier. Selon le Forum économique de Davos, la Covid-19 a fait perdre 36 ans à l'égalité homme-femme. Les confinements agrandissent ces inégalités, car les femmes vont davantage aider les enfants à la maison. Et lorsque quelqu'un doit prendre congé, c'est la femme qui va trop souvent le faire, puisque encore aujourd'hui, elle gagne 25% de salaire en moins. Oui. Excusez-moi, mais si vous aimez tant les femmes, pourquoi les mettre à l'honneur seulement pendant 7 jours et ne pas changer définitivement le fronton du Panthéon? Parce que pour l'instant, on a envie de savoir l'avis du peuple sur cela, l'avis de la population française, et on pourra très bien le renouveler dans le futur. Merci de m'écouter, s'il vous plaît. J'aimerais aussi parler de l'Islande et de son incroyable parité des sexes. Si ce pays est classé premier dans ce domaine, c'est non seulement grâce aux actions de sa population, mais aussi grâce aux lois qui y sont instaurées. Obliger les entreprises à payer leurs employés sans faire d'écart par rapport au sexe, ou payer une amende, pourrait tout aussi bien être instauré en France. Mais en plus, la devise du Panthéon amènerait à une autre signification, celle de la patrie, celle de la société et celle du respect. La femme ne serait donc plus simplement représentée à travers la Marianne en tant que liberté, égalité, fraternité, mais comme la citoyenne et la militante. Oui. Bonsoir, Margot Jouvion, secrétaire générale. Comment comptez-vous financer ce projet dit éphémère? Alors, ce projet ne sera pas financé par nous puisque c'est un donateur anonyme, masculin, qui a voulu financer ce projet pour montrer que les hommes peuvent aussi être féministes et peuvent aussi lutter contre la lutte des femmes. Enfin, ce projet n'est pas seulement moral, mais fait tout simplement partie de notre Constitution. La France fait partie d'un des 143 pays à garantir l'égalité homme-femme dans sa Constitution. Ainsi, ne pas le faire serait anticonstitutionnel. Nous nous devons donc, en tant que dirigeants, d'agir pour que ce projet devienne réalité. On remercie les grandes femmes et, aux grandes femmes, la patrie reconnaissante. Merci. Nous avons maintenant Pauline Favre de l'opposition. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je me présente, Pauline Fabre, professeure d'histoire des arts à l'université de la Sorbonne, ou plus communément appelée Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Le Panthéon, parlons-en. Vous parlez de renouveler le fronton, enfin d'en faire un nouveau éphémère pendant une semaine. Pourquoi? Quel est l'intérêt?
Quel est l'intérêt alors que la femme est déjà représentée dans le Panthéon? Elle est représentée comment? À travers une statue immense de Marianne qu'on voit dès l'entrée. On la voit, c'est un symbole de la République, un des symboles les plus importants qu'on trouve dans toutes les mairies de France et qu'on trouve même ici, à ma gauche. Alors pourquoi est-ce nécessaire de changer ce fronton pendant une semaine quand on a un symbole auquel on peut avoir accès en continu? C'est absurde. De plus, vous parlez d'action de l'État pour les femmes. Ma collègue Léa Izard-Lepage, je pense, a bien défendu notre avis à ce sujet-là. Mais que faites-vous pour la culture en France? Depuis un an, la culture est reléguée au rang de non essentiel et vous voulez nous convaincre que vous vous y intéressez en changeant un fronton pendant seulement une semaine? Je vous trouve un petit peu hypocrite sur ce coup-là. Le Panthéon, c'est un monument dans lequel on trouve des femmes inhumées, des femmes qui ont été nommées précédemment. Mais encore une fois, on y trouve également des hommes importants pour la République. Oui. Léna Meyran, toujours ministre de l'égalité homme-femme. Pourquoi ne garder qu'un symbole qui représente la femme, soit la Marianne? Écoutez, je pense que c'est l'un des symboles les plus importants. Tout simplement, c'est celui dont on nous parle dès l'école primaire, la Marianne, et puis vous parlez d'autres symboles féminins de la République, la Marseillaise, qu'on vous apprend au CP. Pour continuer, ce monument a connu des épisodes très tumultueux dans l'histoire de France. Et cette dénaturation d'une semaine n'est pas nécessaire selon nous. Depuis 1885, le Panthéon est devenu un temple laïque. Et depuis 1837, le fronton n'a pas été touché. Vous rendez-vous compte que le dénaturer pendant une semaine est absolument scandaleux et est une atteinte non seulement à l'histoire de France, mais à la République française. Madame Esperanza, Premier ministre, que répondrez-vous à des féministes qui luttent depuis des années et qui n'obtiennent que de minimes évolutions, vu qu'il n'y a qu'une seule femme qui est représentée apparemment pour vous en tant que symbole français? Alors, comme je l'ai dit précédemment, il y a Marianne, mais aussi la Marseillaise. Et de plus, oui, la Marseillaise aussi serait tout de même féminin, on aurait pu appeler le Marseillais. Là, c'est pas ma question. Je leur dirais tout simplement que s'il y a 5 femmes qui sont inhumées au Panthéon, c'est peut-être parce que leur portée est plus importante que les 80 hommes qui y sont présents. 75. En conclusion, je dirais que notre gouvernement essaye de détourner notre attention sur des sujets qui sont vraiment importants, comme le fait qu'il ne s'intéresse pas à la culture depuis un an, qu'il ne fasse rien, qu'il continue de repousser l'ouverture des théâtres, des cinémas, des lieux culturels qui sont si importants au patrimoine français. N'oubliez pas que la France est un symbole de la culture et qui se répand constamment à l'étranger. C'est une de ses forces. Ne l'oubliez jamais et notre gouvernement essaie de nous en détourner aujourd'hui. Pour terminer, du côté du gouvernement, nous avons un secrétaire général. Bonsoir, donc je me présente, Charlotte Fourmont, secrétaire générale du gouvernement. Au vu de la tangibilité de vos propos, je me dois de reconnaître votre manque de considération dans la lutte menée pour les droits de la femme. Je ne vois pas en quoi la femme serait je dirais, moins importante que la culture française. La femme fait partie de la culture française et on se doit finalement de prendre en considération sa condition. Et je tiens également à rappeler que le gouvernement s'est occupé de la culture ces derniers temps, ne serait-ce que pendant le Covid, ayant mis en place par exemple de nombreux sites axés finalement à cette culture. Mais cela ne nous concerne pas, ça n'est pas le sujet. Donc l'histoire des femmes finalement mérite une place majeure dans l'éducation d'aujourd'hui. En 1919, les filles ont accès aux universités. En 1937, l'obtention du passeport sans autorisation du mari. En 1943, l'ouverture d'un compte bancaire sans autorisation du mari. 1966, liberté d'exercer une profession sans le consentement du mari. 1974, anonymat et gratuité pour les mineurs dans les centres de planification familiale. 1979, législation de l'IVG de Simone Veil.
2014, interdiction de toucher aux droits des femmes, et j'espère ainsi pouvoir rajouter comme date 2022, la femme au Panthéon retrouvant ses valeurs. Oui. Vous dites que l'histoire des femmes est importante. Pouvez-vous me dire qui était Sophie Berthelot, première femme inhumée au Panthéon? Alors je pourrais potentiellement vous en parler, mais si vous me posez la question, c'est que vous ne le savez pas vous-même. Je pense que le sujet finalement n'est pas de décrire chaque femme du Panthéon une par une, puisque chacune finalement a leur importance, et je souhaite donc continuer finalement mon débat. Il y a trop longtemps qu'on fait espérer aux femmes une condition sociale égalée à celle de l'homme. Quand en 1989, Olympe de Gouges, si vous savez qui elle est, présentant aux États généraux au nom des femmes son cahier de doléances et de réclamations, il lui fut répondu qu'il était inutile d'examiner la condition de la femme, attendu qu'un changement complet devant donc se faire par la société, les femmes seraient affranchies de l'homme. La révolution éclate, on proclame les droits de l'homme, les femmes restent serves. Ces femmes qui avaient travaillé à la révolution croyaient naïvement avoir conquis leur part de liberté. Mais loin de là, nous en sommes encore à un débat, toujours le même débat. De plus, la condition des femmes sur notre caillou mérite d'être abordée à l'école. Il faut parler pour endiguer la violence. Un quart des femmes sont battues en Nouvelle-Calédonie, de multiples associations sont créées, mais la violence fait rage. Partager leur histoire, c'est changer l'avenir en mettant à bien ce projet en Panthéon. Le monde prendra courage et continuera à se battre. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, nous avons Isabelle Lafleur et Marie Djibaou, étant des femmes à une place importante dans la paix et de son devoir de mémoire. Cette installation éphémère, du 7 au 13 mars 2022, représente une foulée vers la liberté et la reconnaissance. Le 8 mars, étant la journée internationale des femmes, nous célébrons plutôt ses combats, ses droits, ses sacrifices, ses luttes et ses forces. Le 47e anniversaire de l'officialisation de cette journée par l'ONU mérite probablement plus d'actions que de discours. Les femmes d'aujourd'hui veulent des actes. C'est pourquoi je vous invite à voter pour notre projet. Qui dit voter pour nous, dit voter pour une condition féminine qui nous respecte, nous, femmes. Ainsi, on remercie les grandes femmes de ce monde et aux grandes femmes, la patrie reconnaissante. Nous appelons maintenant pour l'opposition la secrétaire Margot Jouvion. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je me présente Margot Jouvion, secrétaire générale. Je vais tout d'abord m'adresser à vous, mesdames. Pensez-vous que Émilie Barthelot, femme de l'ancien ministre des Affaires étrangères, ne serait pas outrée de cette profanation? Puisque oui, vous souhaitez une supériorité de la femme ici. Nous souhaitons une égalité. Vous souhaitez déformer, détruire nos monuments. Nous souhaitons conserver l'histoire et le protéger, puisque l'histoire, c'est la seule chose qui nous reste. Notre République est représentée par la Marianne et la Marseillaise, que vous avez pu auparavant mettre en point. Vous avez pu contredire nos arguments sur le fait que la Marseillaise n'était pas un élément essentiel de notre République. Ensuite, je tiens tout d'abord à dire que dans le Panthéon, il faut retenir qu'il y a des figures féminines et elles sont mises à l'honneur souvent pendant l'année, durant l'année. Il y a des jours consacrés pour des représentations de la femme dans ce Panthéon. Ensuite, que rapporterait ce soudain changement éphémère, dites-vous, sur notre Panthéon et pour notre France, qui est bien en crise actuellement? Rien. Ni travail, ni beauté, ni stabilité. Vous dites une installation éphémère. Donc vous privilégiez l'éphémère au concret. Au lieu de régler des problèmes de différence et
d'inégalités de sexe qui durent depuis des années, vous préférez créer un projet éphémère. Ces donations que vous dites ne prouvent pas le déséquilibre de la France et le gouvernement qui n'a pas su gérer la crise économique et qui ne peut donc pas assurer de potentielles installations éphémères. En plus, oui. Charlotte Fourmont, donc secrétaire générale du gouvernement, je reviens sur vos propos tout à l'heure où vous parliez des femmes. Pourquoi ne voulez-vous pas admettre qu'il y a des femmes avec un grand F? Nous l'admettons. Nous ne sommes pas là pour contredire la cause féministe. Au contraire, nous sommes ici pour dire il y a l'égalité, il faut l'égalité. On veut vous le rappeler et c'est bien là le sujet. La femme avec un grand F comme l'homme avec le grand F. Ah, avec un grand H, excusez-moi. Excellent. Donc, mesdames et messieurs, nous souhaitons bien ici une égalité entre hommes et femmes en France, pour notre France, pour la rendre plus sereine et plus agréable. Pendant cette époque, nous vivons une période sombre que nous devons endurer main à main, côte à côte, égaux. Égal et égaux. Vous êtes des assassins. Vous êtes des assassins de la République, des assassins de la liberté, des assassins de la culture. Donc le changement, ce n'est pas pour maintenant. Nous voulons préserver notre France et nos égalités. Nous voulons préserver l'égalité hommes et femmes. Ne changez pas notre culture, renforcez-la. Occupez-vous de notre culture et de notre bien-être et du bien-être des Français qui souffrent et qui appellent à votre... qui vous appellent et qui aident, qui demandent une aide. Vous ne faites rien. On demande une aide, on demande une égalité, pas un projet éphémère. Les femmes, on demande un projet concret, une égalité concrète. Ne votez pas ce projet. Merci. Alors, le jury va aller délibérer pour faire ses différents choix et va revenir après pour nous annoncer les gagnants. Pendant que le jury sera en train de délibérer, on va vous proposer déjà de faire le vote public pour le débat. Vous avez le temps de réfléchir si vous votez cette loi ou pas. Si vous adoptez la loi, le gouvernement l'emporte, le lycée La Pérouse. Si vous vous opposez à cette loi, l'opposition l'emporte et le lycée des Pascal. Attends, on fait vote. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire aux applaudissements, comme l'année dernière pour le concours au mot près. Alors, qui est pour l'adoption de cette loi aux grandes flammes, la patrie est reconnaissante? Qui refuse cette loi?
parce qu'on a pas mal débattu. D'abord, on voudrait vraiment féliciter toutes les candidates ce soir. Je pense que vous allez vous associer à nos félicitations. Ça, c'était vraiment la première remarque de tous les membres du jury qui étaient vraiment époustouflés par la qualité à la fois des textes, donc vraiment sur le fond, et puis après, dans chacune de vos personnalités, vous avez été vraiment surprenantes. Donc je dirais, pour avoir vu aussi plusieurs concours, que le niveau augmente d'année en année. Donc là, c'était vraiment un super millésime. Donc, mesdemoiselles, vraiment bravo à l'unanimité du jury. Donc je pense qu'on va passer à la partie des résultats. Alors, là, je vais être porte-parole du jury, en fait. Je vais appeler Anouk Lopez, qui est représentante des femmes chefs d'entreprise, pour remettre le prix du solo. Et le prix du solo est attribué à Léna Méran. Alors, je voulais vraiment vous féliciter de la part de la Fédération des femmes chefs d'entreprise de Nouvelle-Calédonie et du MENEF, qui était une émanation du MENEF. Vraiment bravo, vous êtes vraiment pleine de talent et continuez ainsi, je pense, parce que vu votre jeune âge, je pense qu'il y a beaucoup d'avenir. Je voulais également vous remercier toutes. Grâce à vous, j'ai passé un moment délicieux. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter, à vous entendre. Et vraiment, je vous remercie pour cela. Et je suis très rassurée quand je vois cette jeunesse calédonienne. Ça réchauffe le cœur. Encore bravo à toutes. Alors maintenant, nous allons appeler les 4 finalistes du solo. A priori, elles ont toutes été ex aequo quasiment, les deuxièmes là. Par contre, vous pouvez rester à nous, parce que je vais appeler Carla Reter, Hortense Nougaro et Ambre Lefebvre pour remettre ces prix-là. Donc aux 4 autres finalistes du solo, s'il vous plaît. Donc Luna, Charlotte, Alizé et Margot. Bravo à vous. Pour remettre le prix du jury, j'ai appelé Isabelle Chamorro, Laura Vandegou et Annie Di Maio, qui elles-mêmes vont annoncer pour qui elles ont voté. Est-ce que vous adoptez la loi ou pas? C'est peut-être pas moi qui devrais le dire du coup. Ça a été finalement la plus grande partie aussi de notre débat, parce qu'on a trouvé les équipes super performantes, et ce que j'ai compris, vous étiez tellement convaincants que d'un coup notre esprit, notre cœur balançait du côté de l'opposition, puis du côté du gouvernement. À chaque fois, vraiment avec vos arguments et puis aussi votre façon de répondre avec beaucoup d'humour. C'est aussi ce qu'on s'est dit, c'est qu'en plus de la performance, de la compétence et de la maîtrise des sujets, vous avez aussi joué avec l'humour, et ça,
c'est aussi le signe eh bien, de l'intelligence et de la répartie. Donc bravo sur ce sujet. Donc c'est vrai que finalement, on a été plus convaincus par l'opposition. Alors ça c'était un chouïa, mais vraiment on s'est dit, bon, on va en tout cas décider ainsi pour ce soir. Super choix! Et donc, je vais appeler pour le prix public du débat Pascal Bassetteri, Isabelle Lafter et Jenny Sigaud. Et donc, le prix du public, le public refuse aussi cette loi. C'est le micro à Pascal. Il n'y a pas de note. Ça va mieux que le discours de la commission. Non, juste pour dire effectivement, alors apparemment le public a partagé le choix du jury, mais vraiment ça a été très très difficile pour nous de vous départager et que vous ayez gagné ou non, on est vraiment très très fiers de vous, très impressionnés parce que vous êtes capable de produire. Voilà, je ne suis pas sûre qu'une d'entre nous, à votre âge, aurait été capable de se présenter comme ça devant un micro, d'argumenter de cette manière-là. Donc vraiment, bravo, bravo. Et puis aussi bravo à Françoise, parce que voilà, on a beaucoup parlé de vous, mais aussi bravo à Françoise qui vous entraîne, qui vous prépare, et qui fait un travail incroyable sur l'éloquence. Et merci, parce que ce sont toujours des soirées où on passe un super moment à vous regarder faire. Merci beaucoup. Non ? Oui, moi c'est la deuxième fois que je viens à un jury. Alors après il y avait des garçons et des filles, donc là je suis ravie d'être avec que des filles. Mais je crois que je ne reviendrai pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je déteste choisir et que je vous ai toutes trouvées bien. Et de devoir choisir certaines d'entre vous, ben, j'ai rien dit, je suis restée dans mon coin. Et je vous félicite toutes parce que franchement, vous nous avez fait passer une super soirée. Mais François, je ne veux plus choisir. Je viendrai dans le public. Alors, remettez-vous le fil de l'opposition. Non, c'est pour les jeunes filles, mesdames. Vous n'avez pas lui mettre ça à lui.
les jeunes femmes